C'est sur l'initiative du député européen Graham Watson qu'une conférence a été organisée tout récemment au Parlement européen sur la problématique de l'eau au Moyen-Orient. À cette occasion, le chef de file du groupe d'études stratégiques indien a présenté les conclusions d'un rapport intitulé « La paix bleue, repenser l'eau au Moyen-Orient ». Le rapport recommande de repenser la gestion de l'eau au Moyen-Orient. Il montre que gérer politiquement les ressources hydriques pourrait non seulement éviter des catastrophes naturelles et des tragédies humaines, mais également servir de moyen important de promotion de la paix. Les ressources en eau du Moyen-Orient subissent une pression sans précédent au plan climatique, démographique et urbanistique, aggravée par la mainmise de l'occupation israélienne. Graham Watson nous dira les raisons pour lesquelles Israéliens et Palestiniens ne feront pas partie, dans un premier temps, d'un conseil de coopération en eau. Ce conseil devra se limiter à l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie. Il nous dira aussi comment la gestion équitable de l'eau peut devenir une opportunité pour la paix au Moyen-Orient plutôt qu'une source potentielle de conflit. Monsieur Watson, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez organisé tout récemment une conférence pour parler de ce que vous avez appelé la paix bleue au Proche-Orient. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été fait que je montre donc aux téléspectateurs. Et d'emblée, ma première question, alors, pourquoi vous? Et je rappelle aussi que ce rapport a été fait par un centre de recherche indien. Alors pourquoi l'Inde et pourquoi vous? Alors, pourquoi l'Inde d'abord? Puisque c'est le Strategic Foresight Group de l'Inde qui a fait ce rapport. Je connais le directeur depuis longtemps, c'est quelqu'un de très très intelligent qui s'interroge souvent sur les questions non seulement de l'Inde ou même du sous-continent, mais aussi des questions mondiales. Et il travaille depuis plusieurs temps maintenant sur les problèmes du Proche-Orient et surtout sur le problème fondamental de la provision de l'eau. Il m'a contacté, il m'a demandé si je pourrais présenter ou l'assister à présenter son rapport au Parlement européen, que je faisais volontairement puisque j'ai travaillé avec lui il y a 5 ans sur un autre projet d'unir les gens de la société civile de l'Europe et du Proche-Orient dans une autre tentative de trouver les bases sur lesquelles on pourrait éventuellement construire la paix dans le futur. Donc la paix en général, pas la paix bleue? La paix en général. Il y a, à mon avis, diverses conditions de la paix. Évidemment, le premier, c'est le cessez-le-feu. Mais pour un paix durable, il faut quand même mettre les fondations de ce paix, que ce soit dans l'organisation et la coexistence de la société civile, que ce soit dans l'organisation et l'approvisionnement de l'eau. Toutes ces choses-là sont importantes pour que la guerre ou les hostilités ne se redéclenchent pas. Alors, il faut rappeler donc que cette problématique de l'eau au Moyen-Orient concerne la Turquie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, mais aussi Israël et les territoires palestiniens occupés. Alors, d'un mot, Monsieur Watson, que dit ce rapport? Ce que ce rapport nous montre, c'est une situation très préoccupante, c'est qu'il existe un arc de paix qui vont plus ou moins du Vietnam à l'est jusqu'en Syrie à l'ouest, ou même plus, où il y a un problème toujours plus sérieux de l'eau. C'est-à-dire ce que ce rapport démontre, par exemple, c'est que les principales rivières de cette région, de la Turquie, du Liban, de la Palestine, nous donnent maintenant 60% moins d'eau de ce qu'ils nous donnaient il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire, nous avons réussi non seulement à gaspiller l'eau, mais à faire des choses qui ont influencé les flux d'eau dans la région. Ce qui est très important, c'est que nous nous mettons ensemble avec nos meilleurs scientifiques pour non seulement gérer
l'eau qui existe, mais aussi pour essayer d'avoir des systèmes de gestion qui permettent un retour au niveau, au flux d'eau qu'on connaissait il y a une décennie. Alors, Monsieur Watson, encore une autre question d'ordre général. Vous pensez qu'il faut d'abord instaurer la paix, tout court, ou d'abord la paix par rapport au conflit de l'eau? Instaurer la paix, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut atteindre dans l'immédiat. Même si on arrive à instaurer la paix entre l'Israël et la Palestine, ce qui n'est déjà pas facile, on risque, comme on a vu il y a 2-3 ans, des guerres entre l'Israël et le Liban. Ce que je prône, c'est non seulement continuer nos efforts pour instaurer la paix, mais essayer de construire des organismes, comme par exemple les organismes pour la gestion des sources d'eau, qui peuvent nous aider à construire la paix à long terme. Même s'il y a des hostilités, on peut se mettre d'accord sur certaines choses, et on le fait d'ailleurs dans d'autres secteurs, mais l'eau, c'est la source de la vie humaine, c'est la base de l'agriculture dans la région, c'est la base d'une prospérité et d'un pouvoir vivre dans la région. Et donc c'est le fondamental, à mon avis, de tout ce qu'on peut faire. Bien entendu, l'eau, c'est la vie. Et alors, j'ai relevé aussi que c'est la Suède qui a parrainé ce projet, qui a tout simplement financé ce projet. Il y a aussi la Suisse. Alors, c'est vrai, la Suède, elle fait partie de l'Union européenne. La Suisse, c'est le pays neutre qui n'est pas tout à fait dedans, mais qui n'est pas tout à fait dehors. Alors, quel rôle a joué l'Union européenne dans cette... L'Union européenne n'a pas joué de rôle précis dans l'élaboration de ce rapport. Ça a été financé par des dons généreux de la Suède et de la Suisse, comme vous dites. Mais je pense que l'Union européenne pourrait avoir un rôle ensemble avec la Turquie et avec les pays riverains de la région pour promouvoir d'abord une étude très profonde de l'approvisionnement de l'eau et en deuxième lieu de mettre en place les organismes pour le gérer. Alors en parlant d'organismes, Monsieur Watson, le rapport dit entre autres que la solution résiderait dans la formation d'un conseil de coopération pour les ressources en eau avec un certain nombre de pays, c'est-à-dire l'Irak, la Turquie, la Syrie, le Liban, mais à l'exception d'Israël et des territoires occupés. Pourquoi ? Évidemment, il faut commencer avec ce qu'on peut faire. Et il est très difficile en ce moment d'inclure l'Israël et les territoires occupés dans cette espèce de tentative d'action. Ce que je pense et ce que j'espère et ce que suggère le rapport, c'est qu'on commence précisément avec la Turquie, qui est un pays stable, bien gouverné, gouverné par une démocratie avec l'aide des scientifiques, qu'on essaye de faire entre la Turquie... Il a aussi l'avantage de la situation géographique et topologique aussi. En effet, elle est aussi la source de beaucoup d'eau dans la région. Et donc la Turquie travaille avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Irak, à essayer de créer des organismes supranationaux de gestion des eaux. Et comme ça, on commence à mettre de plus en plus de pays ensemble dans cette tentative de gestion, jusqu'au moment où on arrive à avoir tous les pays riverain c'est le bon mot dans ce cas-là, dans ce projet. Alors, certains experts disent que le rapport a été fait l'étude a été faite d'une façon très globale et ils préconisent plutôt de faire 2 études séparées. Une étude qui concerne plutôt l'Irak, la Turquie, la Syrie quelque part, mais aussi même le Liban, et puis une autre étude qui concerne seulement les pays en conflit, c'est-à-dire l'État d'Israël
Israël et le futur État palestinien. Qu'en pensez-vous? Je pense que le plus qu'on peut faire dans l'approfondissement de notre connaissance des faits dans la région, le mieux c'est. Ce rapport est un rapport avec une base scientifique, bien sûr, mais c'est plutôt un propos politique de comment on pourrait procéder à bâtir une coopération sur la gestion de l'eau. Donc je pense que si nous avons maintenant des scientifiques et des pays de la région qui veulent faire ces études, ils peuvent approcher à l'Union européenne pour avoir un appui pour le faire s'ils en ont besoin et essayons avec des études plus profondes de voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors le rapport aussi insiste sur un point très important, c'est de ramener une certaine confiance, bien sûr entre Israël et le reste de la région, mais surtout aussi entre Israël et la Turquie, parce que depuis quelque temps, vous le savez, les relations sont un peu tendues, et bien sûr Israël et futur État palestinien. Concrètement, comment on peut ramener comment on peut instaurer cette confiance? Pas du tout facile, mais en même temps pas du tout impossible. L'Israël et la Turquie, depuis longtemps, ont eu des relations bonnes parfois et moins bonnes parfois. En ce moment, nous sommes dans une phase difficile à cause d'une série d'incidents qu'on peut regretter peut-être, mais en même temps, je trouve que tous deux les pays savent les bénéfices d'une coopération sur certaines choses fondamentales comme l'approvisionnement de l'eau, par exemple. Et c'est également le cas pour la Syrie, c'est également le cas pour le Liban. Donc essayons de construire quelque chose ensemble et puis voir combien de pays on peut y mettre pour y travailler. Une chose est sûre, c'est qu'on veut faire la paix ou qu'on préfère continuer avec les hostilités, on a quand même besoin d'eau. Et la situation existante est très préoccupante. Si on continue sur la ligne actuelle, nous arriverons d'ici une dizaine d'années où il n'y aura plus d'eau dans la rivière Jordan, par exemple. On parle aussi, M. Watson, d'une distribution équitable de cette matière très précieuse qui est l'eau. Alors, comment se fera, comment on va repenser cette distribution de l'eau? Par rapport à la superficie de chaque pays de la région ou par rapport au nombre d'habitants? Évidemment, par rapport aux besoins. Et le besoin, normalement, vient du nombre d'habitants, mais aussi du niveau de l'industrialisation d'un pays. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui dépend beaucoup sur l'agriculture, l'importance de l'eau est peut-être plus grande. Donc, il faudra voir ce qui est possible avec les ressources de l'eau que nous avons et comment on peut le distribuer de façon équitable et juste. Et le processus même de mener ces discussions, ces débats, nous approche beaucoup à des situations d'une reconnaissance de la nécessité de la paix et d'une division des ressources primaires. Ce que vous dites est très utopique. C'est utopique, mais la politique consiste de dessiner un avenir et essayer de convaincre les gens à y aller ensemble. Alors, le rapport aussi insiste sur l'eau en Irak. Donc cette problématique du Tigre, l'Euphrate, comment va se faire avec la relation avec je le disais tout à l'heure, la situation topographique et géographique de la Turquie aussi, c'est très important. Techniquement, comment les choses vont se faire? Techniquement, les choses vont se faire les gouvernements se mettent ensemble, établissant une commission d'experts scientifiques. C'est ça où on commence. Ces experts scientifiques demandent que certaines études soient faites. D'où vient l'eau? Pourquoi a-t-on moins d'eau qu'avant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les étapes de gestion meilleure de l'eau pour permettre à tout le monde des ressources plus amples? Et de cela, aller à parler aussi avec les politiques, avec les gouvernements, de savoir quels seront les organismes, comment les créer pour gérer tout cela. Nous avons fait avec l'Union européenne
quand nous l'avons construit après la guerre, quelque chose de beaucoup plus difficile de ce que ce rapport propose, mais nous l'avons réussi à le faire. J'imagine qu'il n'est pas impossible à faire la même chose au Proche-Orient en commençant avec l'eau. Alors, vous disiez que le contact avec les gouvernements de ces régions est très important. Vous ne pensez pas qu'il faut aussi et surtout sensibiliser la société civile, la population de cette région à l'importance de l'eau? Absolument. Et la société civile est clé. En effet, ce rapport prend même un des rapports qui a été fait par la société civile quand nous faisons le processus de dialogue de Genève entre les sociétés civiles en Palestine, en Israël et dans la région. Et il se base sur un protocole de Genève qui prévoyait précisément la possibilité de cette coopération. Mais comme disait Schuman sur l'Union européenne, on ne peut faire rien sans les hommes, mais on ne peut faire rien de durable sans les institutions. Et c'est exactement pour cette raison-là que nous prévoyons des institutions pour étudier d'abord et puis gérer ensemble les ressources. Alors, Monsieur Watson, en attendant que cette étude devienne beaucoup plus concrète, parce que beaucoup d'experts sont très critiques, qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire pour faire pression sur Israël de façon à ce qu'elle permette aux Palestiniens donc de s'approvisionner en eau de façon correcte, surtout la bande de Gaza, vous le savez, ils ont énormément de problèmes dans ce sens-là. Absolument. Et la première chose, et la chose la plus importante, je pense, c'est d'insister avec Israël de ne plus construire des settlements. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces settlements? Ils prennent l'eau. C'est la première chose. Les Palestiniens sont dépourvus de l'eau, puisque construction des villages, même, on pourrait même dire les villes satellites d'Israël, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Or, d'abord, insister avec les Israéliens de ne plus construire ces settlements, c'est la première chose. En second lieu, évidemment, Gaza, c'est un problème tout à fait différent. Et étant sur la côte, les problèmes de gestion de l'eau sont différents aussi. Je ne sais pas s'il va falloir envisager un jour beaucoup plus de plantes de désalination de l'eau, comme on commence à faire au Proche-Orient. Peut-être bien, mais si on construit quelque chose comme ça, c'est un grand projet, ça coûte beaucoup, ça peut donner à plus d'un pays des bénéfices. Donc pourquoi ne pas partager l'eau qui vient, l'eau potable que produit une telle implantation ensemble entre 2 ou 3 pays. Alors, très franchement, Monsieur Watson, quels sont les pays parmi les pays qui sont concernés, qui sont impliqués dans cette paix bleue, qui sont le moins motivés et ceux qui font le plus obstacle? Très franchement. Très franchement, pour le moment, l'Israël ne s'intéresse pas beaucoup. Et je pense aussi que la Syrie ne s'intéresse pas beaucoup. Mais ce qui est important, à mon avis, ce n'est pas seulement de voir comment est la situation actuelle. Ce que ce rapport démontre, c'est que la situation d'ici une dizaine d'années sera beaucoup, beaucoup plus dure. Et s'il y a une chose qui est capable d'enflammer un conflit potentiel, c'est le manque des ressources d'eau. Il y aura des gens de tous les côtés qui trouvent qu'ils ne peuvent plus exister où ils sont, ils n'ont plus d'eau pour l'agriculture, ils n'ont plus d'eau potable. Or, pour éviter une telle situation, il est important que les États se mettent ensemble maintenant dans une tentative de gestion commune. Donc respecter cette eau potable, vous le disiez tout à l'heure, la mer Morte d'ailleurs, c'est une des mers la plus salée de la région en tout cas. Et cela va demander certainement énormément de moyens financiers notamment, mais pas seulement. Donc il faut sensibiliser. Absolument, et je trouve qu'il est
il est tout à fait possible, même probable, de ce que nous voyons maintenant, c'est le début des effets du changement de climat. Donc nous avons aussi une obligation au niveau mondial de lutter contre le changement de climat. Parce que ce qu'on va voir, non seulement c'est une manque d'eau potable, mais ce sera également plus de conflits pour cette raison. Ce sera plus de réfugiés qui seront des réfugiés du climat qui rend impossible la cultivation de la terre. Et donc, à mon avis, ce qu'a fait le Strategic Foresight Group de l'Inde, c'est quelque chose de très clairvoyant dans l'avenir. C'est dire, écoutez, si vous ne faites pas ça maintenant, vous aurez beaucoup moins de chances de faire la paix dans l'avenir. Une dernière question, vous parlez de groupes d'experts qui ont préparé ce rapport. Alors j'ai vu qu'il n'y a pas que des experts indiens, donc ça a été dirigé. Alors, le leader était l'Indien dont vous faisiez référence, et je m'en excuse, je n'ai pas... C'est M. Wesley Carr, oui. Exactement, mais j'ai vu aussi qu'il y a des chercheurs, notamment turcs, palestiniens, je cite, qui est très connu, Dr Marwan Haddad. Il y a aussi le docteur Faisal Rifa'i, etc. Alors ma question, donc, c'est possible de travailler ensemble. Il y a des Israéliens aussi. Oui. Donc c'est possible pour que des chercheurs israéliens se mettent à la même table et travailler et étudier une problématique aussi importante que l'eau. C'est absolument possible. Il faut que nos leaders politiques reconnaissent ce fait et pensent non seulement à leurs besoins d'aujourd'hui, mais au futur de leur pays d'ici une dizaine d'années et plus. Ok, Monsieur Watson, merci en tout cas déjà d'avoir fait connaître ce rapport, du moins au niveau du Parlement européen, et merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Je vous retrouve dans 2 semaines à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.